Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Boujoubin, comme on dit ici en Normandie. Vous êtes bien sur le 5e épisode des Entretiens Conquérants, le podcast qui vous permet de faire connaissance avec vos élus régionaux de la Normandie conquérante et de découvrir, le plus important sans doute également, les différents dispositifs dont vous, Normandes et Normands, vous pouvez bénéficier. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, nous sommes à Port-Jérôme-sur-Seine, au cœur de Cossenaglo, en présence d'Arthur Cléré, jeune Normand conquérant de l'Orne et également conseiller municipal de Longueuil. Bonjour Arthur, comment vas-tu? Très bien Gauthier, bonjour à tous. Et également de l'autre côté, cette fois-ci, nous sommes en présence de notre invitée d'honneur, celle qui nous accueille au sein de Port-Jérôme-sur-Seine et de Cossenaglo. Elle est également 5e vice-présidente de la région Normandie en charge des finances, présidente de Cossenaglo, mère de 3 enfants, 48 ans, Virginie Carolo-Luttrot. Bonjour Virginie, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour Gauthier, bonjour Arthur. Ravi de vous accueillir ici. Plaisir partagé, merci beaucoup pour votre accueil. C'est sans plus tarder, mesdames et messieurs, que nous allons débuter notre 5e épisode des Entretiens Conquérants. Installez-vous confortablement, vous avez l'habitude désormais, branchez vos écouteurs, augmentez votre son. Top départ du 5e épisode des Entretiens Conquérants spécial Finance. Alors Virginie, je vous propose pour cette première partie que nous puissions faire connaissance avec vous, découvrir votre parcours personnel, professionnel, mais également politique. Première question que je pose à chacun des élus qui passent devant ce micro, sur nos antennes. D'où venez-vous? Est-ce que vous êtes du territoire de Cossenaglo? Vos parents étaient-ils du coin, comme on dit? Ou que faisaient-ils concrètement dans la vie professionnelle? Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis une vraie locale de l'étape. En étant née à 4 km d'ici, en ayant immigré à Bolbec à 10 et revenir à Port-Jérôme-sur-Seine aujourd'hui, où je vis toujours. Et mes parents sont nés, en tout cas mon père est né ici, ma mère a Dinan. Voilà, ça reste le grand nord-ouest de la France. Ils étaient indépendants. Ma mère était auto-école, elle est à la retraite et mon père avait une boîte de maintenance industrielle. Donc moi, en étant fonctionnaire public territorial, finalement, ils m'ont toujours regardé bizarrement. Alors, une famille effectivement bien implantée sur le territoire de Caux. Vous, aujourd'hui, vous êtes donc mère de 3 enfants, je disais en introduction. Quel a été votre parcours estudiantin? Quelles études avez-vous suivies durant votre jeunesse? Avec quelle finalité? Et aujourd'hui, quel métier exercez-vous? Alors après un bac scientifique, je me suis dirigée assez curieusement vers la gestion et puis j'ai complété ça par une science qui me paraissait un peu plus intéressante et assez similaire, c'est sciences éco que j'ai fait en licence. Et puis j'ai travaillé dans les cabinets comptables, puis dans le monde industriel avant de rejoindre la fonction publique territoriale en 96 et là où j'ai découvert que ces métiers-là étaient au service de la population et que quand on était comptable, on devait avant tout être financier et pédagogue et que le budget n'était que le reflet des politiques publiques et c'est ce qui m'a un petit peu fait grimper dans la fonction publique et puis aujourd'hui dans les territoires parce que je voulais absolument expliquer aux gens tout ce qu'on faisait pour eux. Et pour moi, la voie financière était une bonne façon d'expliquer les choses. Une voie qui vous amènera, on le verra dans quelques instants, à être élue en 2021 vice-présidente en charge des finances, justement, à la région Normandie. Mais avant cela, vous vous êtes engagé en politique il n'y a pas si longtemps que cela. Vous êtes encore jeune dans la vie publique, si puis-je dire, puisque il y a à peu près 10 ans seulement que vous êtes engagé, que vous avez des mandats, puisque vous avez été élu maire de Notre-Dame-de-Gravenchon en 2014, devenu depuis Port-Jérôme-sur-Seine, au mandat que vous occupez toujours aujourd'hui, avant de devenir en 2020 président de Cossenaglo, une intercommunalité qui englobe donc Port-Jérôme-sur-Seine, Bolbec, Terre de Caux, Gruchet-les-Valas ou encore Rive-en-Seine. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la vie publique? À quel moment vous vous êtes dit j'ai envie d'avoir un mandat, d'être élu pour être au service des autres? Bien, au bout de 15 ans sur ce territoire, je souhaitais changer de voie. Et comment vous expliquer ça? Je voulais me mettre les mains dans le cambouis. J'ai fait 15 ans d'intercommunalité, je voulais absolument voir le volet communal et j'ai souhaité prendre la direction, ce qu'on appelle aujourd'hui DGS, d'une commune du territoire et je me suis engagée sur la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon en tant qu'élue, fin de liste. Et puis 3 mois après, les autres m'ont choisi comme tête de liste durant la campagne, l'ancien maire ne se renouvelant pas. Et je me suis retrouvée à faire campagne pour être maire en février 2014 pour être élue en mars 2014. J'ai fait mes premières sonnettes. Et je peux vous dire qu'à l'époque, je n'aurais jamais imaginé avoir envie ou prendre du plaisir à être de l'autre côté.
du décor. J'ai pris beaucoup de plaisir à accompagner les élus pendant des années, à être leur aide à la décision, ce qui était le rôle vraiment que l'on jouait nous en tant que directeur. Et puis finalement, je me suis prise au jeu d'expliquer sans filtre et de manière directe à la population. C'était ça le changement de métier. Et puis les mains dans le cambouis. Quand vous êtes maire d'une commune de 10 000 habitants, vous les avez. Donc finalement, c'était un parcours logique que je n'avais pas imaginé, mais qui est assez logique par rapport à mes envies de faire comprendre, de partager. Et puis pour mieux comprendre le terrain, rien de mieux que d'aller sur le terrain. Et en tant qu'élu, c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais alors, comme vous êtes et que vous étiez encore plus à cette époque jeune élu local, jeune engagé dans la vie publique, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué lorsque vous êtes devenu présidente de Cosenaglo de connaître les dossiers, de mettre les mains dans le cambouis justement de manière efficace dès le départ? Cet aglo, je l'ai connu sous forme de district. En 96, nous étions 15 salariés. Aujourd'hui, c'est 450, voire plus si on compte tous les contrats vacataires. Il y a plus de communes, mais finalement, j'ai grandi avec elles. Donc le challenge ne m'a paru pas insurmontable. Après, il y avait quand même le regard des autres maires sur le territoire. Et pour ce faire, j'ai fait une vraie campagne de terrain en allant les voir chacun, les uns après les autres, et en écrivant un programme. Ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire au sein des intercommunalités, qui étaient sans suffrage universel direct, finalement sur une élection un petit peu de mise. Là, j'ai eu un vrai concurrent face de moi qui a proposé ses idées, sur lequel je m'appuie aussi aujourd'hui, puisqu'il a récupéré une partie des suffrages, et on a pu construire ensemble un vrai volet de politique publique. Et je pense que c'est là l'essentiel. L'Interco doit aussi prendre sa maturité de ce côté-là, être sur le terrain. Elle est au service du citoyen sur un bon nombre de compétences. Et c'est dans cet état d'esprit que j'œuvre pour Cosenaglo aujourd'hui. Quant à la complexité des dossiers, ils ne le sont pas plus que quand on est directeur. Donc sur la technique, il n'y avait pas de souci, mais l'apprentissage du politique, je l'ai fait en collectif, avec mes collègues maires, avec l'expérience des anciens vice-présidents, qui était pour moi essentielle, et puis l'expérience des autres territoires. J'ai fait les sénatoriales en 2014, j'ai rencontré des femmes formidables comme Agnès Canaillé ou Catherine Morin-Desailly, conseillère régionale, ou Pascal Martin, Patrick Chauvet, des gens qui m'ont accompagnée dans ce parcours et qui m'ont fait aussi découvrir la Seine-Maritime et puis la Normandie aujourd'hui. Alors cette première expérience, elle vous a permis également d'occuper d'autres fonctions, d'autres mandats dans différentes instances, puisque après avoir été élue présidente, ou plutôt nommée vice-présidente de Cosenaglo, 2020 a été, on peut le dire, hein, l'année de tous les possibles pour vous, puisque vous avez également été la même année nommée vice-présidente du pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine, et première vice-présidente des intercommunalités de France. Concrètement, pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer quelles sont les missions de ces instances, et vous également, quelles sont vos missions au sein de ces dernières? Intercommunalité de France, qui s'appelait autrefois ADCF, je la connais depuis 20 ans, puisque c'était un vrai soutien aussi pour tout ce qui est outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, c'est une instance où on se regroupe entre élus et on travaille. Moi, j'ai la partie développement économique et transition énergétique et écologique, des nouveaux textes qui vont sortir. Et cette association nous aide à vulgariser les choses, à se concentrer sur les sujets essentiels et à opérer des opérations de lobbying pour pouvoir faire avancer les choses sur le territoire. C'est la traduction finalement des textes. Alors, il nous faudra un moratoire, il y en a beaucoup trop, on le dit aujourd'hui. Mais en tout cas, d'avoir cette traduction qui nous permet de vraiment les adapter au terrain et de les faire modifier. Je suis en permanence auditionnée sur la gestion des eaux pluviales, sur le zéro artificialisation nette, sur les compétences déchets, sur la mobilité qui font partie de mes compétences au sein d'Interco de France avec d'autres élus du territoire. Et ça nous permet de mieux appréhender les dossiers et de faire remonter les positions du terrain. Moi, je suis toujours sur le bottom-up. Les choses se décident en bas, au sens noble du terme, et on essaye d'influencer le haut qui va, lui, rédiger les textes. Interco de France, ça sert à ça. Que le terrain puisse parler, que le terrain puisse œuvrer. Et puis, à côté, vous avez le pôle métropolitain. Et là, j'ai le même dialogue, finalement, avec mes collègues maires, présidents d'intercommunalités autour de moi, entre Lisieux, Deauville, sur le tourisme en même temps que Fécamp. On partage des sujets extrêmement importants, d'Eveco, sur Lisieux comme chez nous. Eh bien, là aussi, c'est œuvrer à une certaine échelle où c'est plus pertinent de le faire. Sur le territoire de mobilité, traverser l'estuaire de la Seine en bateau et faire du tourisme et faire mieux connaître aux Parisiens l'autre rive, eh bien, c'est grâce au pôle métropolitain. Et je dirais que derrière toutes ces instances, c'est des relations entre des femmes et des hommes qui nous permettent de faire avancer
pour le bien-être de nos citoyens. C'est le seul objectif de ce type d'instance. Alors vous venez d'évoquer la dynamique collective avec des hommes et des femmes engagés. Vous avez décidé de rejoindre une équipe d'hommes et de femmes engagés en 2021 lors des dernières élections régionales en Normandie, en rejoignant donc la liste de la Normandie conquérante portée par Hervé Morin. C'était une première pour vous, pour les régionales, il me semble. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager pour la Normandie conquérante et de rejoindre Hervé Morin dans son projet normand? Tout d'abord, peut-être un peu techniquement, quand vous êtes président d'une intercommunalité, vous vous rendez rapidement compte que vos compétences sont partagées avec la région en général. Développement économique, aménagement du territoire, mobilité. C'est d'une évidence que ce couple est intangible. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Les aides de la région, tout ce qui était relance, impulsion, résistance, elles étaient combinées aux aides locales des intercommunalités. On a tout intérêt à œuvrer ensemble. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant quand on est président d'Interco de travailler avec la région. Et là, quand en plus on est sur une région aussi dynamique que la Normandie, qui est à, malgré tout, taille humaine, avec un président qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait, pour moi, il était évident que c'était le mandat le plus complémentaire pour rendre service à mon territoire et maintenant plus largement à la Normandie. Bien, merci beaucoup Virginie pour ces réponses très précises à nos questions sur ton parcours personnel, ton parcours professionnel. On va continuer dans l'avancement de notre podcast en abordant la deuxième partie qui est plus spécifique à ton action au niveau régional. Donc que tu es vice-présidente de la région Normandie en charge des finances depuis 2021. Donc ça fait plus d'un an puisque l'élection a eu lieu en juin 2021. Avant de passer également à la troisième partie qui est spécifique à la rubrique jeune avec Arthur Cléré, question plus technique donc. Vous êtes en binôme avec Serge Tougar qui est élu régional, conseiller régional, et qui est avec vous en binôme pour les finances. Vous travaillez également avec Thierry Liget, qui est très investi dans les commissions. Quel sentiment vous avez eu en juin 2021 lorsque vous avez reçu la nouvelle de votre nomination à la vice-présidente, vous qui êtes donc récente élue régionale? Une immense fierté. Je veux dire, à un moment donné, quand même, piloter 2 milliards, alors que j'ai l'habitude de piloter 200 millions, ça faisait quand même un zéro de plus. Je le dis en plaisantant, mais en gardant les mêmes techniques, j'ai quand même eu le sentiment d'avoir quelque chose d'extrêmement important et de découvrir aussi une autre façon de financer les territoires à travers les fonds européens qui étaient pour moi essentiels. Et puis la programmation aussi. La gestion des APCP était vraiment quelque chose de tout nouveau, donc j'apprends encore et je suis quelqu'un qui aime apprendre. Et en plus avec un prof comme Serge Tougar, qui a son expérience professionnelle, personnelle et qui est rapporteur du budget aujourd'hui. Je le fais en binôme avec lui, mais je lui tire mon chapeau parce que c'est lui qui connaît les choses dans le détail. L'autre partie qui m'intéresse, c'est l'évaluation des politiques publiques. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est élu local, on doit réfléchir résultats et objectifs et non plus moyens. Et là, la région, elle est dans cet état d'esprit-là avec le Césaire. Je salue Jean-Luc Léger, tout le travail qui est fait de ce côté-là pour vraiment évaluer les politiques publiques. Avec la raréfaction des moyens, je crois qu'il est essentiel de se concentrer sur les choses sur lesquelles on a le plus de levier, qui intéressent le plus nos citoyens. Donc une immense fierté, une grosse responsabilité. Et c'est pas le volume du chiffre, c'est plutôt le volume d'actions qui sont déployés sur le terrain, et je pense que là, c'est essentiel. Et puis, le sentiment de participer à une œuvre collective, plus grande que l'Interco, évidemment, et puis, parmi les régions françaises, j'ai quand même les finances de la région la plus industrielle de France, si on rapporte ça au pourcentage de PIB. Et là, je pense que c'est essentiel, parce que pour moi, la relocalisation, la relance de l'économie et le budget qu'on y alloue, c'est essentiel. Donc, c'était vraiment une immense fierté d'être vice-présidente chargée des finances à la région Normandie. Immense fierté qu'on comprend totalement, mais également immense enjeu, puisque vous venez de le citer, il y a un zéro de plus. C'est la région la plus industrielle de France. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé en juin dernier à la tête de cette vice-présidence, l'accommodation a été simple ou au contraire elle a été compliquée? On a tendance à s'imaginer en arrivant dans le bureau qu'il y a des dizaines de tas avec des lignes de chiffres. Est-ce que c'est comme ça ou c'est mieux organisé, plus compréhensible que ça et surtout avec votre expérience plus aisée à prendre en main? Très rapidement, les grands volumes, les grands enjeux, on les maîtrise assez bien déjà parce que les équipes de la direction des finances sont réellement performantes. Je crois, j'ai commencé par des rendez-vous avec eux pour qu'ils m'expliquent les grandes lignes. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'humilité, je suis encore en phase d'apprentissage. Même si
mon ADN de formation, c'est les finances. La région, c'est encore une particularité différente. En plus, je me suis engagée à être en binôme avec Serge Tougar sur une partie du mandat, ce qu'il fait. Et puis, la commission finances est pilotée par Thierry Liget. Le sujet du détail, je souhaite l'appréhender quand je connaîtrai mieux aussi toutes les compétences de mes collègues vice-présidents. Je pense que pour bien piloter les finances, il faut très bien comprendre ce que font vos collègues. C'est la transversalité avant tout, c'est éviter le silo. Donc aujourd'hui, je suis dans l'observation sur les compétences de mes collègues qui sont extrêmement importantes. Je suis partie prenante pour tout ce qui est ratio, épargne de gestion qui me paraissent importantes et arbitrage budgétaire que l'on fait ensemble en fin d'année civile. Et puis demain, rentrer dans le détail pour encore améliorer la gestion sera un des objectifs. Mais je le tiens à le dire, extrêmement bien soutenu par les équipes. Nous avons des gens extrêmement compétents, des outils déjà bien développés. Il y a toujours des choses à améliorer et je compte participer à cette amélioration continue au niveau des finances de la région. Alors avec Hervé Morin, vous travaillez donc main dans la main au sein de la région Normandie sur le sujet des finances. Avec chacun et chacune des vice-présidentes de la région Normandie, lors de l'élection, il y a eu des grandes orientations qui ont été construites. Notamment, on était le mois dernier avec Bertrand Degnaud pour le podcast. Il nous a pu nous présenter les différentes orientations. Pour vous, avec l'échange que vous avez eu avec Hervé Morin, qu'est-ce qui est la base de votre vice-présidente, les grands objectifs, les grands axes qu'Hervé Morin et vous-même avez convenus? Clairement, avec Hervé Morin, on est en phase depuis le départ, puisqu'on est sur une gestion responsable, mais dynamique de la région. Et ça, j'y tiens. Elle a manqué de dynamisme sur le mandat avant l'arrivée d'Hervé, et ça, je le vois à travers les chiffres assez rapidement. Moi, je suis garante des épargnes de gestion, je suis garante du maintien d'un niveau d'investissement qui n'engage pas la région dans des difficultés financières à terme. Je regarde donc la capacité de désendettement, je regarde donc la maîtrise des frais de fonctionnement. Ça, c'est un engagement qu'Hervé avait pris déjà depuis 2015 et que je fais perdurer parce qu'il a de toute façon bien compris que dans mon ADN, je gérais l'intercommunalité exactement de la même manière. Pour autant, il faut quand même avoir des outils qui permettent aux services de ne pas être sclérosés dans des anciens budgets, de se remettre en question et de pouvoir financer de nouvelles choses. Pour nous, c'est important aussi parce qu'il y a à s'adapter au contexte local, régional et international. On a pu s'adapter à la crise sanitaire, aussi bien pour des questions d'hygiène que pour les questions de soutien au développement économique. On s'adapte aussi en reversant des sommes supplémentaires à la SNCF suite au déficit généré par le manque d'utilisation des trains. Mais on va aussi pouvoir rebondir sur les lycées, la rénovation énergétique. Je crois surtout très important de travailler avec mon collègue Bertrand Degnaud pour qu'on se lance rapidement dans la rénovation énergétique des lycées parce que ça va être des sommes phénoménales qu'on dépensera en fluide alors qu'on peut investir dès maintenant pour éviter ces sommes. Voilà, on s'adapte et je tiens à ce que ce budget soit raisonnable, responsable, mais aussi assez dynamique pour s'adapter aux situations qui changent à une vitesse incroyable. On ne doit surtout pas, malgré les 2 milliards à gérer, être enfermé dans un système qui ne nous permettrait pas de répondre à la vraie demande qui est cruciale sur le territoire. Vous êtes la garante des finances, du budget de la région Normandie, comme vous l'avez précisé il y a quelques instants. Pour celles et ceux qui nous écoutent, la région va bien? Elle se comporte bien financièrement? Est-elle en bonne santé malgré les différentes crises économiques, sanitaires que nous subissons? Elle est en excellente santé et c'est pas moi qui le dis, c'est l'hôpital, j'ai envie de dire, puisque ce sont toutes les amoncellements de statistiques qui nous mettent quasiment dans les premiers rangs en termes de gestion, de dynamisme, de niveau d'investissement, d'imposition raisonnable vis-à-vis des habitants. C'est des ratios comparatifs avec les autres régions de France et nous sommes extrêmement bien placés, ce qui nous laisse des marges de manœuvre certaines. Investir sur les lycées, on ne pourrait pas le faire si on avait un endettement extrêmement important et on augmenterait nos charges de fonctionnement. Notre dynamisme nous permet d'enrayer ce type de schéma qui pourrait avoir un effet ciseau sur les finances. On est en très bonne santé et nous continuons avec un président qui sait dire non. Et ça, je pense que c'est important aussi. Parce qu'on peut laisser filer les finances en ne voulant pas convaincre, en ne voulant pas remettre en question certains dispositifs. Hervé Morin le fait avec intelligence, concertation, ce qui fait aussi pour nous
une vraie facilitation de tâches pour gérer les finances. Je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit, d'avoir des marges de manœuvre, mais d'avoir quand même quelqu'un qui tient la barre et qui sait dire non et qui sait dire oui et qui sait s'adapter. En termes de dépenses, la région Normandie, donc, elle intervient dans différents domaines, hein, l'économie, l'agriculture, l'environnement, les lycées, vous l'avez également évoqué. Est-ce que vous avez en tête le domaine, le secteur dans lequel la région Normandie investit le plus en ce moment? Il y a 2 secteurs dans lesquels il investit le plus, c'est l'avenir des jeunes et l'avenir professionnel aussi, puisqu'il y a presque 730 millions qui sont, dédiés directement au lycée, à la formation professionnelle et à l'avenir des hommes et des femmes du territoire avec un gros volet jeunesse. Et puis le deuxième volet, c'est quand même la mobilité. Quand vous gérez les trains en Normandie avec l'amélioration, des infrastructures et des conditions de roulage comme on le voit aujourd'hui, eh bien c'est le deuxième gros poste de dépense, l'un à 728 et l'autre à près de 600 millions d'euros. Le reste des compétences, c'est 100 millions d'euros pour faire rayonner la Normandie. C'est important aussi parce que je crois qu'on a généré une image de fierté grâce aux investissements qui ont été faits en la matière. Et puis, l'économie normande est essentielle, même si elle roule aussi. Je veux dire, les entreprises participent au dynamisme de cette économie, mais on y amène quand même 253 millions d'euros en incubation, mais aussi en relance, en sauvetage d'entreprises, en dynamisme et en soutien. Et je pense que c'est important. Et puis enfin, l'administration quand même, 241 millions, qui est sur le territoire la garantie de la cohésion territoriale et du maillage essentiel, les infrastructures, les routes. C'était important que la Normandie soit absolument dans toutes les villes et les villages du territoire. Merci beaucoup Virginie pour cette seconde partie, pour ces réponses très précises, très claires sur un sujet qui n'est pas évident, il faut le préciser quand même. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent arrivent à imaginer très brièvement le fonctionnement des finances et du budget de la région Normandie, mais également de votre action au niveau régional. Je vous propose que nous puissions amorcer, débuter la troisième partie de notre entretien, qui est la rubrique jeune avec Arthur Clairet. Tu es particulièrement intéressé, sensible aux questions des finances. Écoute, le micro est à toi. Tu es l'écho de la jeunesse aujourd'hui. Bonjour, oui, bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors, pour reprendre un petit peu mon parcours, très simplement, 23 ans, originaire de Granville, dans la Manche, je suis allé faire mes études de droit à Alençon, où j'ai commencé comme Virginie. On a quelques points communs. J'ai passé mes concours de la fonction publique également, la fonction publique territoriale. Et moi, mon souhait, c'était de commencer, voilà, par le bas, mais surtout par les territoires, et surtout les territoires ruraux. Ça a été vraiment la base de mon engagement. Et j'ai commencé comme secrétaire général de mairie, dans des toutes petites communes, des communes de 100 habitants. Et c'était pour moi une façon de toucher du doigt le territoire, de toucher du doigt le quotidien. J'ai tendance à raconter, à schématiser un petit peu en disant que je commençais ma journée en allumant le poêle à bois de la commune, et je crois qu'on n'en est pas très loin. J'ai fait un petit détour quand même par la fonction publique de l'État et notamment la Direction générale des finances publiques qui m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus technique, beaucoup plus gestionnaire, comptable des collectivités locales puisque je travaillais en trésorerie à Alençon et également au ministère de la Justice, totalement autre sujet, avant de revenir en fonction publique territoriale. J'exerce aussi un mandat d'élu local, je suis toujours conseiller municipal à Lonray, commune voisine d'Alençon dans l'Orne. Et j'ai été, dans le cadre d'un syndicat intercommunal, le premier vice-président en charge des finances, justement, où j'ai été confronté à mes premières constitutions de budget, surtout constitution intercommunale d'un budget, puisque je pense que ça, c'est aussi un point important à soulever. Lorsqu'on est dans une dynamique de concertation pour créer un budget, ce n'est pas toujours si simple, surtout que dans beaucoup de syndicats intercommunaux, on remarque bien que les communes n'ont pas toutes le même poids dans ce budget, du fait tout simplement de leur taille, de leur capacité financière. Et une partie de mon travail, c'était d'agir en qualité de conciliateur, de médiateur, pour qu'aucune commune ne se sente délaissée du fait de sa participation peut-être un peu moindre à ce budget. On est tous là sur un pied d'égalité, on appartient tous au même EPCI, et c'est dans cette dynamique, je crois, qu'il convient de mener les finances, toujours avec beaucoup de pédagogie, bien sûr, parce que même tous les élus ne sont pas spécialement en phase avec ces questions économiques. Et voilà, en plus des habitants, des administrés, il est important, de mon point de vue, d'agir avec pédagogie, mais je rejoins tout à fait Virginie sur ce point. Je pense que ma première question à Virginie, en tant que jeune, je vais vraiment revenir sur pourquoi je suis ici. En tant que jeune, j'aimerais savoir, dans 20 ans, dans 15 ans, 20 ans, dans quel état de santé, financièrement parlant, se trouvera la Normandie ? Est-ce que je suis capable de me dire que je peux me projeter sereinement, installer ma famille, continuer à œuvrer sur le territoire en sachant qu'il se portera bien financièrement ?
Cher Arthur, j'adore ta question. Déjà parce que j'ai 3 enfants de 27, 23 comme toi et 19. Donc je tiens aussi à ce qu'ils s'installent en Normandie et qu'ils s'installent en n'ayant pas peur de l'avenir. C'est-à-dire en trouvant un emploi épanouissant, en trouvant aussi un lieu attractif pour vivre, en bénéficiant de la proximité de Paris, de la porte sur le monde et en ayant une région qui aura respecté la transition écologique. Et notre budget est le reflet de ça. Je le dis assez naturellement, c'est une gestion en bon père de famille où on regarde les ratios absolument chaque année. On n'a pas de glissement possible dans un budget tenu aussi proche. Notre capacité de désendettement, puisque tu aimes les chiffres, c'est 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2 ans, si on mettait nos recettes de fonctionnement au remboursement de la dette, on ne mettrait que 2 ans de budget à rembourser la totalité de la dette, qui vient financer des infrastructures gigantesques, qui vient soutenir l'économie, qui vient ouvrir les emplois, qui aménage le territoire. Ça veut dire aussi qu'on a une épargne, c'est-à-dire que nos recettes et nos dépenses de fonctionnement dégagent un surplus de près de 20%. Dans combien de collectivités on trouve des épargnes de 20%? 20%, ça veut dire qu'on est capable aussi d'investir chaque année entre 500 et 650 millions d'euros en fonction des programmes d'investissement, des programmes européens aussi qui s'appliquent sur le territoire normand. Je crois que des ratios comme ça font pâlir non seulement la plupart des régions de France, mais absolument toutes les collectivités locales. C'est peut-être la jeunesse de la région qui justifie, mais c'est aussi qu'on a appris à gérer ce type de structure depuis 10-15 années sur des modes de finances très différentes. On a appliqué le plan comptable des entreprises aux régions et aux collectivités il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que la genèse des autres niveaux de collectivité est peut-être plus compliquée que les régions. Mais en plus, ici en Normandie, on est encore meilleur que les autres. Donc autant te dire que ton avenir est serein, que les ratios sont maîtrisés et qu'en tout cas, pour les 6 ans qui me restent encore à la tête des finances de la région, sauf accident ou mécontentement d'Hervé Morin ou des citoyens normands, nous maintiendrons exactement ces mêmes ratios tout en investissant pour que la région continue à se développer. Alors merci pour ta réponse très claire, Virginie. C'est rassurant, on peut le dire, je pense. C'est très rassurant d'être dans une région qui se trouve en bonne santé financièrement. J'ai eu l'occasion de voir ce que c'était qu'une collectivité qui va mal, parce que c'est important de dire quand ça va bien, mais c'est aussi important de dire quand ça va mal. Et aujourd'hui, en plus, si on prend sur un plan plus macro, je pense qu'il y a une vraie volonté de la part de l'État, mais de la part de tous les acteurs, de faire en sorte que les collectivités se portent le mieux possible et une gestion surtout la plus agile et la plus habile possible. On a la généralisation de la nomenclature comptable M57, actuellement en place pour les communes expérimentatrices, dont j'ai souhaité que ma commune et mon intercommunalité, le PCI, le syndicat que je gère financièrement, fassent partie. C'est important, c'est un challenge, faut pas croire, pour les petites communes, mais ça va nous permettre de gérer sur le modèle des régions, justement, en termes de pluriannualité, en termes de fongibilité des crédits. C'est important, c'est des termes un petit peu techniques, je vais pas embarrasser les auditeurs avec ça, mais voilà, c'est une vraie démarche, c'est un vrai bond en avant et une vraie entrée dans la modernité, et surtout on se rapproche finalement de la gestion des entreprises. C'est aussi cette dynamique-là. Je ferme la parenthèse et j'irai sur ma deuxième question, Virginie, quelque chose peut-être un peu plus débat, mais qui permettrait, je pense, de résoudre d'autres problèmes annexes, satellites, notamment l'engagement des jeunes, l'abstention des jeunes. Ça a été c'est un vrai fléau, on peut le dire, mais pourquoi pas un budget participatif au niveau régional, une enveloppe qui pourrait être soumise à débat entre des acteurs jeunes, des associations, etc. Au conseil, par exemple également ouvert au conseil régional des jeunes, mais un budget participatif pour des projets soutenus par la jeunesse. C'est une excellente idée et je ne le dis pas avec flagornerie puisque ici, à Port-Jérôme-sur-Seine, nous le faisons. Nous l'expérimentons, nous avons étudié ce qui était fait dans des communes aussi avancées que Nantes, qui a organisé le dialogue citoyen de manière extrêmement importante sur des agglomérations très importantes. Donc, c'est un modèle qui peut complètement s'appliquer à une région comme la nôtre. On a un conseil régional des jeunes extrêmement dynamique. Leur donner les moyens de produire des projets, d'être créatifs sur des sujets qui les intéressent, ça me paraît être une idée essentielle. On dit souvent que le monde politique, Gauthier me disait tout à l'heure, je suis plutôt jeune en politique en âge et en longévité. J'étais maire à 40 ans, femme, 1% de femmes maires à 40 ans en France. Mais des jeunes élus, encore moins. Donc je pense qu'il faut leur donner la parole sous un autre angle et ne pas leur donner sans qu'ils voient les résultats. Je crois qu'un jeune aujourd'hui, si on lui donne la parole, il faut qu'il puisse agir. Il ne veut pas seulement dialoguer. Il ne croit plus certainement à « je vais te questionner, mais je vais quand même faire ce que je veux ». Avec un budget participatif, on est dans le concret. Il faut le limiter et il faut pouvoir aussi sélectionner les projets, pas au sein du Conseil régional des jeunes, mais à mon avis, d'avoir une concertation beaucoup plus large, ça me paraît essentiel. Et là, on va voir émerger leurs préoccupations. Est-ce que je veux aller au travail en vélo ?
Est-ce que je veux le soir me retrouver dans un lieu convivial? Est-ce que je veux une résidence sécurisée? Est-ce que je veux que la biodiversité ne soit plus un élément en silo, mais bien une culture et un état d'esprit? Parce que la biodiversité, c'est la vie. Quand on supprime une espèce, demain on supprimera la race humaine. Donc tous ces enjeux-là, je pense qu'ils sont compris. Et ils ont une façon de gérer très différente. Moi, je le vois, les jeunes de ton âge, à travers mes enfants, les enfants de mes amis, ils n'ont pas du tout le même raisonnement que nous au même âge. Et en même temps, ils sont beaucoup plus intéressés à ce qui se passe dans le monde. Donc à partir de là, je pense qu'il serait extrêmement intéressant qu'ils aient un budget fléché. Il faudra que je trouve quelques marges. Et je verrai ça avec Serge, le proposer peut-être à mes collègues. Je pense que c'est une très bonne idée pour qu'ils puissent œuvrer et sélectionner un ou deux projets sur lesquels on pourrait communiquer et qui nous feraient prendre conscience des enjeux qui les préoccupent eux. Je pense que ce serait vraiment une réussite à double titre. Bien, merci beaucoup Arthur pour ces questions très intéressantes, très complètes. On a pu ressentir, et je pense que les auditeurs en seront d'accord avec nous, ton attrait pour cette question, mais également malgré ton très jeune âge, ton expérience en la matière. Je pense que cela appelle à un parcours peut-être plus lointain sur le territoire d'Alençon. En tout cas, c'est l'occasion de terminer ce 5e épisode des Entretiens Conquérants, déjà, qui a été très, très intéressant. Merci beaucoup Virginie pour votre disponibilité. J'espère que vous passez un très bon moment avec nous. Eh bien oui, j'ai passé un très bon moment. C'est toujours intéressant de pouvoir essayer de manière pédagogique expliquer l'action. Et puis je repars avec une très bonne idée. Alors avec 95% de dépenses réalisées sur un territoire comme le nôtre, il va falloir retrouver quand même un peu de marge. Mais je pense que impliquer beaucoup mieux les jeunes était certainement une excellente idée. Ce sera mon mot de la fin. Et on ne peut qu'y souscrire. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. Cela fait particulièrement plaisir. On se retrouvera le mois prochain, donc au mois de septembre, au Havre, avec Jean-Baptiste Gastine, qui est 6e vice-président de la région Normandie, chargé des mobilités, des transports et de l'axe Seine, un sujet très important qui vous concerne toutes et tous et auquel nous aurons au cœur de traiter. Remercie également, j'en profite, les équipes de la Normandie conquérante qui permettent de pérenniser ce projet des entretiens conquérants. Ils se reconnaîtront, ils sont nombreux et leur soutien est particulièrement précieux. Merci à vous. Et l'occasion, pour terminer, de vous dire, chers auditeurs, au mois prochain, bougez bien et à tantôt.